Le sergent Marcel Dubois ajusta sa vareuse kaki et scruta l'horizon brumeux depuis son poste d'observation dans la casemate de Simserov. À 42 ans, ce fils de boulanger de Nancy avait vécu la Grande Guerre dans les tranchées de Verdun. 22 ans plus tard, il se retrouvait de nouveau face aux Allemands, mais cette fois derrière les murs épais de béton armé de la ligne Maginot. « Alors, Marcel, toujours rien à l'horizon ?» lança le caporal Émile Rousseau en gravissant les marches métalliques qui menaient au poste de guet. Plus jeune de 15 ans, Émile était originaire de Lille et n'avait connu de la guerre que les récits de son père, gazé à Ypres. « Que dalle, Émile, comme tous les matins depuis 8 mois, les Fritz doivent encore cuver leur bière de l'autre côté, » répondit Marcel en crachant dans le vide par l'embrasure blindée. La drôle de guerre durait depuis septembre 1939. 8 mois d'attente, de routine militaire, de corvée et de permission. Les soldats français s'étaient habitués à cette guerre sans combat, à cette mobilisation sans bataille. Dans les casernes et les ouvrages fortifiés, on jouait aux cartes, on écrivait à sa famille, on râlait contre la tambouille. La France se sentait invincible derrière sa ligne Maginot, cette merveille d'ingénierie militaire qui s'étendait de la frontière suisse aux Ardennes belges. À 5h15 précises, un grondement sourd fit vibrer les vitres blindées de l'observatoire. Marcel fronça les sourcils et colla son visage au périscope d'observation. À l'est, au-dessus de la forêt de pins qui bordait la frontière, des nuages noirs s'élevaient dans le ciel matinal. « Émile, viens voir ça, bordel !» Le jeune caporal se précipita vers le second périscope. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Des dizaines d'avions allemands traversaient l'espace aérien français, volant bas, leurs croix noires bien visibles sur les ailes. Des Stuka, des Messerschmitt, des bombardiers Heinkel, une armada aérienne comme jamais il n'en avait vu. Nom de Dieu, Marcel, ils sont combien? Trop pour être comptés, mon vieux. Sonne l'alerte! Vite! Émile dévala les escaliers 4 à 4 pour rejoindre la salle de transmission. Ses mains tremblaient en saisissant le téléphone de campagne qui reliait leur poste au PC divisionnaire de Sarreguemines. « Allô? Allô? Ici Casemate Simserov, formation aérienne ennemie importante passant nos lignes direction ouest. Je répète, formation aérienne. » La communication fut coupée par un sifflement strident, suivi d'une explosion qui ébranla toute la structure de béton. Les Stuka venaient de commencer leur ballet de mort. Leurs sirènes hurlantes semant la terreur dans les campagnes lorraines. Même jour, 6h ans, Paris, hôtel Matignon. Paul Reynaud, président du Conseil, fut tiré de son sommeil par son secrétaire particulier qui tambourinait à la porte de sa chambre. Petit homme nerveux de 62 ans, Reynaud avait pris les rênes du gouvernement français en mars, succédant à Édouard Daladier dans un contexte politique tendu. « Monsieur le Président, il faut vous lever immédiatement, les Allemands ont attaqué !» Reynaud enfila rapidement sa robe de chambre et ouvrit la porte. Son secrétaire, Henri Lemery, était livide, tenant à la main plusieurs télégrammes urgents. « Que se passe-t-il exactement, Lemery ?» Les Allemands ont franchi les frontières de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg à l'aube. L'aviation ennemie bombarde nos aérodromes. Le général Gamelin demande à vous voir d'urgence au grand quartier général de Vincennes. Reynaud s'assit lourdement sur le bord de son lit. Il s'y attendait, bien sûr. Depuis des semaines, les services de renseignement rapportaient des mouvements de troupes allemandes le long de la frontière. Mais voir l'offensive se déclencher réellement avait quelque chose d'irréel. Prévenez immédiatement le maréchal Pétain et le général Weygand. Convoquez le conseil de guerre pour 8 heures. Et appelez l'ambassadeur britannique. Churchill doit être informé. 30 minutes plus tard, Reynaud roulait vers Vincennes dans sa Citroën officielle, escorté par 2 motards de la garde républicaine. Paris s'éveillait dans l'ignorance du drame qui venait de commencer. Les boulangers ouvraient leurs échoppes, les premiers métros emportaient les ouvriers vers leurs usines. Les écoliers se rendaient en classe avec leurs cartables en cuir. Rien ne laissait présager que dans 6 semaines, les chars allemands défileront sur les Champs-Élysées. Au château de Vincennes, le général Maurice Gamelin attendait le président du Conseil dans son bureau spartiate. Âgé de 68 ans,
Ce fils d'officier incarnait l'école militaire française traditionnelle, méthodique, prudent, imprégné des leçons de 1918. Il avait élaboré le plan d'Eil, qui prévoyait d'avancer en Belgique pour arrêter l'offensive allemande sur la ligne Anvers-Namur. « Monsieur le Président, la situation est grave mais pas désespérée », déclara Gamelin en pointant la grande carte murale de l'Europe occidentale. Les Allemands reproduisent exactement le plan Schlieffen de 1914. Ils attaquent par la Belgique pour contourner nos fortifications. Nous nous y attendions. Nos forces sont-elles en mesure de les arrêter, général? Absolument. J'ai donné l'ordre d'exécution du plan d'Eil. La 7e armée du général Giraud se porte vers la Hollande. La première armée de Blanchard et le corps expéditionnaire britannique avancent en Belgique. Dans 48 heures, nous aurons établi une ligne de défense solide de la mer du Nord aux Ardennes. Reynaud examina la carte, suivant du doigt les flèches rouges qui indiquaient la progression prévue des forces françaises. Tout paraissait logique, méthodique, rassurant. Comment aurait-il pu imaginer que Hitler et ses généraux avaient préparé un tout autre plan, que le véritable coup de faux viendrait de là où personne ne l'attendait, des paisibles forêts des Ardennes? 11 mai 1940, 14 ans, Sedan, café de la gare. Lucienne Moreau essuya pour la 10e fois le même verre tout en observant par la fenêtre crasseuse de son établissement le spectacle inhabituel qui se déroulait dans les rues de Sedan. Des colonnes de réfugiés belges remontaient la grande rue, poussant des charrettes surchargées, portant des baluchons, traînant des enfants apeurés. À 55 ans, Lucienne tenait le café de la gare depuis la mort de son mari en 1935. Femme robuste aux cheveux gris tirés en chignon, elle avait connu l'occupation allemande de 1914-1918 et gardait de cette époque un goût amer pour tout ce qui venait d'outre-Rhin. « Regardez-moi ça », dit-elle à Albert Dumont, l'un de ses clients réguliers. On dirait 1914 qui recommence, ces pauvres Belges qui fuient encore les Boches. Albert, contremaître à l'usine métallurgique locale, sirota son calvados en hochant la tête. « Remarquez, Lucienne, nous on est tranquille ici, avec la ligne Maginot qui nous protège et l'armée française qui remonte en Belgique, les Allemands ne passeront pas. Mon fils René, qui fait son service dans les Ardennes, me l'a écrit. Il dit que c'est impénétrable par ici, trop de forêts, trop de collines. Faut l'espérer, Albert, faut l'espérer. » Un réfugié belge poussa la porte du café. L'homme était jeune, la trentaine, vêtu d'un costume sombre poussiéreux. Il portait une petite fille d'une dizaine d'années dans ses bras. Tous deux avaient l'air épuisés. « Excusez-moi, madame, auriez-vous un peu d'eau pour ma fille, s'il vous plaît? Et peut-être quelque chose à manger? On marche depuis 2 jours. » Lucienne ne réfléchit pas. Elle alla chercher un verre d'eau fraîche et une tartine de pain beurré qu'elle tendit à l'enfant. « Tenez, petite. Et vous, monsieur, asseyez-vous. D'où venez-vous comme ça? »« De Liège. Je m'appelle Franz van der Berg. Voici ma fille Anna. Les Allemands sont arrivés hier matin. Des tanks partout, des soldats qui tiraient sur tout ce qui bougeait. On s'est sauvé par les bois. » Albert se pencha vers lui. « Comment ça se passe là-bas? L'armée belge résiste ?» Franz secoua la tête avec amertume. « L'armée belge? Quelle armée? Les Allemands ont pris les forts d'Eben Emael en quelques heures avec leurs parachutistes. Après ça, c'était la débandade. Les soldats jetaient leurs armes et rentraient chez eux. » Un silence pesant s'installa dans le petit café. Lucienne regardait cette fillette belge qui dévorait sa tartine avec des yeux affamés, et elle repensait à ses propres enfants en 1914, quand les Uhlans allemands étaient entrés dans Sedan en chantant. « Et maintenant, où allez-vous » demanda-t-elle doucement. « On va essayer d'atteindre Paris. On a de la famille là-bas. Si on y arrive... » Par la fenêtre, d'autres colonnes de réfugiés continuaient de défiler. Des Belges, mais aussi maintenant des habitants de l'Est de la France qui avaient eu vent de l'avance allemande et préféraient partir avant qu'il ne soit trop tard. Les routes qui menaient vers l'Ouest commençaient à s'encombrer de cette marée humaine fuyant la guerre. Lucienne ne le savait pas encore, mais dans quelques jours, ce serait son tour de fermer son café et de prendre la route de l'Exode, emmenant avec elle les quelques biens qu'elle pourrait porter. La guerre éclair allemande
allait transformer ces paisibles Ardennes en un chaudron d'acier et de feu, et la petite ville de Sedan allait de nouveau entrer dans l'histoire par la grande porte. Chapitre 2. La percée de l'impossible. 12 mai 1940, 22h, forêt des Ardennes, près de Bouillon. Le général-oberste Heinz Guderian scrutait la carte d'état-major à la lueur d'une lampe de campagne dans son PC mobile installé sous les sapins centenaires des Ardennes belges. À 52 ans, ce Prussien au visage anguleux était l'un des théoriciens de la guerre blindée moderne. Ses idées sur l'utilisation massive des chars, longtemps méprisées par l'état-major allemand traditionnaliste, allaient dans quelques heures bouleverser l'art militaire. « Herr Général », annonça le major Klaus Weber, son officier de liaison, « les derniers éléments de la 1e Panzer-Division viennent de franchir la frontière luxembourgeoise. La 2e Panzer sera en position d'attaque dans 3 heures. » Guderian hocha la tête sans quitter sa carte des yeux. Depuis 3 jours, ces divisions blindées traversaient les Ardennes par des routes forestières que l'état-major français jugeait impraticables pour des chars. Les généraux de Paris croyaient dur comme fer que cette région boisée et accidentée constituait une barrière naturelle infranchissable. Ils allaient découvrir leur erreur. Et du côté français, Weber, quelles sont nos dernières informations? La reconnaissance aérienne confirme que comment la France est tombée en 6 semaines. Partie 2. Chapitre 6. Le piège de Sedan. 13 mai 1940, 6h du matin. Sedan, berge de la Meuse. Le brouillard matinal s'accrochait encore aux saules pleureurs qui bordèrent la Meuse quand le lieutenant Pierre Moreau aperçut les premières silhouettes casquées sur la rive opposée. Il plissa les yeux, incrédule. Depuis 3 jours, les rapports contradictoires s'accumulaient. Les Allemands auraient percé quelque part dans les Ardennes, mais où exactement? Les états-majors semblaient aussi perdus que les hommes de troupe. « Mon lieutenant !» L'appel du caporal Bertrand le tira de ses réflexions. « Il y a du mouvement là-bas, près du pont détruit. » Moreau ajusta ses jumelles et scruta la berge allemande. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Des dizaines d'embarcations pneumatiques étaient alignées dans les roseaux, et des soldats en uniforme Feldgros s'affairaient autour de matériel de franchissement. Plus inquiétant encore, il apercevait dans la brume les silhouettes trapues de chars légers, et derrière eux, les longues gueules de canons anti-chars. Bertrand, filez immédiatement au PC du commandant Roussel. Dites-lui que les Boches préparent une traversée en force. Il faut des renforts, et vite. Le caporal détala vers l'arrière-ligne, tandis que Moreau continuait son observation. Quelque chose clochait dans le dispositif allemand. Trop organisé, trop méthodique pour une simple reconnaissance. Il compta mentalement au moins 2 compagnies, peut-être 3, avec un appui d'artillerie conséquent. Les Allemands ne prendraient pas de tels risques pour un coup de sonde. Un sifflement aigu déchira soudain l'air matinal, suivi d'une explosion qui fit trembler le sol sous ses pieds, puis une autre, et une autre encore. L'artillerie allemande venait d'ouvrir le feu. Même jour, 8h30, PC du 56e régiment d'infanterie. Le commandant Henri Roussel raccrocha le combiné téléphonique d'un geste rageur. Coupé. Pour la 3e fois en 1 heure. Les lignes télégraphiques sautaient les unes après les autres sous les bombardements, et les estafettes à moto ne parvenaient plus à remonter des nouvelles cohérentes. « Mon commandant !» l'interpella son adjudant, le capitaine Dufour. « Le lieutenant Moreau signale une préparation d'artillerie intensive sur son secteur. Il demande l'autorisation de replier ses avant-postes. Négatif, qu'il tienne coûte que coûte. Les ordres sont formels. Pas un pouce de terrain français ne doit être abandonné sans combat. » Dufour hésita un instant. « Mon commandant, avec tout le respect que je vous dois, nos positions ne sont pas adaptées à un bombardement de cette intensité. Nos hommes sont dans des tranchées de campagne, pas dans des casemates bétonnées. » Roussel se retourna vivement. « Capitaine, depuis quand discutez-vous les ordres? Le général Hunziger a été clair. Sedan doit tenir. C'est ici que nous briserons l'élan ennemi. » Un grondement sourd fit vibrer les vitres du poste de commandement. Au loin, des colonnes de fumée noire s'élevaient vers le ciel. Dufour consulta sa montre. 8h35.
Si les Allemands maintenaient ce rythme de tir, il ne resterait plus grand-chose des positions françaises dans 2 heures. Mon commandant, j'ai servi 4 ans dans les tranchées de 14-18. Ce que j'entends là-bas, ce n'est pas un tir de harcèlement. C'est une préparation d'offensive majeure. Roussel s'approcha de la carte étalée sur la table. Sedan occupait une position stratégique sur la Meuse, mais le terrain était traître. Des collines boisées dominaient la ville côté allemand, offrant d'excellents postes d'observation pour l'artillerie ennemie. En face, les défenses françaises s'étageaient sur les pentes douces de la rive gauche, vulnérables aux tirs plongeants. Très bien, Dufour. Prévenez le lieutenant Moreau qu'il peut replier ses éléments les plus exposés, mais qu'il maintienne l'observation sur la rivière, et contacter le PC de division. Il faut qu'il sache ce qui se prépare. 13 mai 1940, 15 heures, berge de la Meuse, secteur du lieutenant Moreau. L'après-midi touchait à sa fin quand les premiers canots pneumatiques allemands prirent l'eau. Moreau, tapi dans un bosquet de saules, compta mentalement les embarcations. 15, 20, 30... Les Allemands traversaient par vagues successives, couverts par un tir d'artillerie d'une précision diabolique. « Mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota le sergent Duval, accroupi à côté de lui. « On tire ou on attend ? On attend qu'ils soient à mi-rivière. Là, ils ne pourront plus faire demi-tour. » Moreau observait la manœuvre avec l'œil du professionnel. Les Allemands avaient choisi leur point de passage avec soin. Un méandre de la Meuse où le courant était moins fort, protégé par un rideau d'arbres qui masquait leurs préparatifs. Leurs premiers éléments touchaient déjà la rive française. « Maintenant !» ordonna-t-il. Les fusils mitrailleurs français crachèrent leurs rafales, fauchant les premiers assaillants. Mais pour chaque Allemand qui tombait, 2 autres prenaient pied sur la berge. Pire encore, Moreau réalisa que l'ennemi disposait d'un appui-feu considérable. Des mitrailleuses, lourdes, postées sur la rive opposée, arrosaient méthodiquement les positions françaises. « Repli! Repli sur la 2e ligne !» cria-t-il. Ces hommes décrochèrent par petits groupes, couverts par les derniers FM encore en action. Mais Moreau savait que le mal était fait. Les Allemands avaient réussi leur coup de main. Dans quelques heures, ils auraient consolidé leur tête de pont et les chars suivraient. En courant vers l'arrière, il croisa un groupe de civils qui fuyaient Sedan sous un maigre bagage. Une vieille femme, traînant une valise de carton, le saisit par la manche. « Mon lieutenant, est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici, les Allemands ?» Il regarda son visage ridé, marqué par l'inquiétude, et ne sut que répondre. Comment expliquer à cette grand-mère que la guerre qu'elle avait connue en 14-18, cette guerre de position et d'usure, appartenait désormais au passé? Comment lui dire que l'armée française, si sûre de sa supériorité, venait peut-être de perdre la guerre en une seule journée? « Madame, éloignez-vous vers le sud, et vite !» 13 mai 1940, 22 heures, PC de la 2e armée, Verdun. Le général Charles Hunziger étudiait les rapports qui s'accumulaient sur son bureau avec une inquiétude grandissante. Sedan était tombé. Pas seulement la ville, mais toute la ligne de défense sur la Meuse. Les Allemands avaient réussi en 12 heures ce que personne n'avait imaginé possible. « Mon général », l'interrompit son chef d'état-major, le colonel Barrault, « nous venons de recevoir un message du général Georges. Il demande si nous pouvons lancer une contre-attaque immédiate pour reprendre les ponts. » Hunziger leva les yeux de ses cartes. « Avec quoi ? Nos réserves blindées sont encore à 50 kilomètres au sud. Le temps qu'elles arrivent, les Allemands auront fait passer leur panzer. » « Justement, mon général. Les services de renseignement signalent d'importantes colonnes blindées en mouvement vers Sedan. Si elles franchissent la Meuse, Hunziger n'eut pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Une percée blindée à Sedan ouvrirait la route vers l'ouest, vers la Manche. Les armées françaises et britanniques engagées en Belgique se retrouveraient coupées de leurs bases arrière, un piège mortel. Il se leva et s'approcha de la grande carte murale. D'un doigt, il traça l'itinéraire probable des panzers allemands. Sedan, puis Montcornet, Laon, Amiens. En une semaine, il pouvait atteindre la côte. Colonel, prévenez immédiatement le général Gamelin. La situation est critique. Nous avons sous-estimé l'ennemi, et maintenant, nous en payons le prix. À part la fenêtre du PC, on apercevait au loin les lueurs rougeâtres des incendies qui ravageaient Sedan.
Hunziger songeait à tous ces hommes qu'il avait envoyés se battre avec un armement dépassé, selon une doctrine militaire d'un autre âge. Combien d'entre eux reverraient leur famille? Un aide de camp entra précipitamment. « Mon général, message urgent du secteur de Montcornet. Des éléments blindés allemands auraient été aperçus. Ils progressent vers l'ouest. » Hunziger ferma les yeux. C'était donc commencé. La course vers l'abîme. Tugur, chapitre 7, l'exode commence. 14 mai 1940, 5h30 du matin. Montcornet, café de la gare. Germaine Leblanc essuyait machinalement le zinc de son comptoir en écoutant les nouvelles à la radio. La voix métallique du speaker résonnait dans la salle déserte du café de la gare. Les troupes françaises résistent héroïquement aux assauts de l'envahisseur. Des contre-attaques sont en cours. Elle éteignit le poste d'un geste agacé. Mensonge. Depuis hier soir, un flot ininterrompu de militaires débandés traversait Montcornet en direction du sud. Des hommes hagards, couverts de poussière, qui évitaient son regard quand elle leur proposait un café. Certains avaient jeté leurs fusils, d'autres traînaient des blessés sur des civières de fortune. La clochette de l'entrée tinta. Un officier entra, la vareuse déchirée, le visage noirci par la poudre. Il s'effondra sur une chaise sans un mot. « Café ?» proposa Germaine. Il leva vers elle des yeux où elle lut une fatigue immense. « S'il vous plaît, madame. Et avez-vous du pain? Mes hommes n'ont rien mangé depuis hier. Vos hommes? Ce qu'il en reste? Une vingtaine, peut-être. Ils attendent dehors. » Germaine jeta un coup d'œil par la vitrine. Effectivement, des soldats étaient assis sur les marches de la mairie, la tête entre les mains. Certains n'étaient guère plus que des gamins. « D'où venez-vous » demanda-t-elle en posant la tasse fumante devant l'officier. « Sedan, enfin, ce qu'il en reste. » Il but son café d'un trait comme s'il cherchait à chasser un mauvais rêve. « Madame, j'ignore ce qu'on raconte à la radio, mais les Allemands ont percé. Leur char arrive, il faut partir maintenant. » Germaine sentit ses jambes se dérober. Partir? Mais pour aller où? N'importe où, mais loin d'ici. Prenez le strict nécessaire et filez vers le sud. Les routes vont être embouteillées. Il faut y aller avant que ce soit l'apocalypse. Par la fenêtre, on commençait à voir passer les premiers civils. Des familles avec des charrettes, des automobiles surchargées de bagages, des gens à pied traînant des valises. L'exode commençait. Même jour, 10 heures, route de Laon. Marie Dubois tenait fermement les rênes de la carriole familiale, tout en surveillant du coin de l'œil ses 3 enfants tassés à l'arrière. Pierre, l'aîné, venait d'avoir 15 ans et essayait de faire bonne figure, mais elle voyait bien qu'il était effrayé. Comment la France est tombée en 6 semaines. Partie 3. Levez-vous. Chapitre 11. L'étau se resserre. 16 mai 1940, 14h30. Préfecture de la Somme, Amiens. Le préfet Henri Blanchard contemplait par la fenêtre de son bureau les colonnes de réfugiés qui traversaient la place de l'hôtel de ville. Depuis 3 jours, un flot ininterrompu de familles fuyait les combats du Nord. Des charrettes tirées par des chevaux fatigués côtoyaient des automobiles surchargées, leurs toits encombrés de matelas et de valises ficelées à la hâte. « Monsieur le préfet » l'interpella son secrétaire général Maurice Delcourt en entrant précipitamment dans la pièce. Le général Weygand vient de remplacer Gamelin à la tête de l'état-major. Blanchard se retourna, l'air grave. À 62 ans, cet ancien instituteur devenu administrateur avait traversé la Grande Guerre comme lieutenant d'infanterie. Il connaissait le poids du silence qui précède les catastrophes. « Weygand » murmura-t-il en ajustant ses lunettes cerclées d'or. « Ils sortent les vieux généraux des placards. Mauvais signe, Maurice. Très mauvais signe. » Delcourt déposa une liasse de télégrammes sur le bureau massif en chêne. « Les nouvelles du front sont préoccupantes, monsieur le préfet. La 9e armée du général Corap semble avoir cédé. Les Allemands auraient franchi la Meuse en plusieurs points. » Un silence pesant s'installa dans la pièce aux boiseries sombres. Dehors, les cloches de la cathédrale Notre-Dame sonnaient 3 heures. Blanchard se dirigea vers la carte de France, épinglée au mur, parcourue de petits drapeaux rouges et bleus marquant les positions supposées des armées. « Regardez, Maurice. » Il pointa du doigt la région des Ardennes. « Si les Boches percent ici et foncent vers la Manche, ils coupent nos armées en 2. Le groupe d'armées du Nord se retrouve isolé.
C'est exactement ce qu'ils ont tenté en 1914, mais par la Belgique. Cette fois, ils passent par où nous ne les attendons pas. Delcourt hocha la tête, inquiet. Cet homme méticuleux de 45 ans avait passé sa vie dans l'administration. La guerre lui apparaissait comme un chaos incompréhensible, une rupture brutale avec l'ordre minutieux des dossiers et des procédures. Que devons-nous faire pour les réfugiés, monsieur le préfet? Les écoles sont pleines, l'hôpital débordé. Et il continue d'arriver. Blanchard retourna à son bureau et saisit sa plume. Réquisitionner les salles des fêtes, les granges, tout ce qui peut abriter du monde. Contacter les maires des communes rurales. Il faut disperser ces gens avant que la panique ne gagne toute la région. Un coup de téléphone interrompit leur conversation. Blanchard décrocha le combiné en bakélite noir. « Allô? Oui, c'est la préfecture. Comment? Vous êtes sûr ?» Son visage se durcit tandis qu'il griffonnait des notes sur un bloc-papier. « Bien, tenez-moi au courant. » Il raccrocha et se tourna vers Delcourt, le teint livide. C'était le maire de Péronne. Des colonnes blindées allemandes remontent vers Amiens. Elles seraient déjà à Saint-Quentin. Mon Dieu, Maurice, ils foncent vers la côte. 17 mai 1940, 8h15, ferme des Trois Chênes, près de Villers-Bretonneux. Marguerite Roussel trait sa vache normande quand elle entendit le grondement sourd qui montait de l'horizon. Un bruit qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle reconnut instinctivement, des moteurs. Beaucoup de moteurs. À 43 ans, cette veuve de guerre élevait seule ses 2 fils sur la ferme héritée de son défunt mari. Jean, 17 ans, l'aidait au champ depuis que son frère aîné Pierre était parti au front avec le 5e régiment d'infanterie. La vie à la ferme suivait son cours paisible, rythmé par les saisons et les travaux agricoles, malgré l'inquiétude sourde que provoquait cette drôle de guerre. « Maman !» cria Jean en accourant de la grange, les cheveux blonds ébouriffés. « Tu entends ce bruit? On dirait... » Le grondement s'intensifiait, accompagné maintenant d'un cliquetis métallique caractéristique. Marguerite lâcha le seau à lait et courut vers la route départementale qui longeait sa propriété. Ce qu'elle vit la figea sur place. Une colonne de blindés allemands remontait la route de Villers-Bretonneux, soulevant un nuage de poussière ocre dans le soleil matinal. Des Panzer III et IV, reconnaissables à leur croix noire, avançaient à vive allure, suivis de camions bâchés remplis de soldats casqués. « Jean, vite !» souffla-t-elle. « Rentre à la maison et ne sors plus. » Mais son fils, fasciné par ce spectacle, ne bougeait pas. Les chars passaient à moins de 50 mètres d'eux, leurs chenilles martelant l'asphalte. Dans les tourelles ouvertes, des officiers allemands observaient la campagne française à travers leurs jumelles. L'un d'eux aperçut Marguerite et son fils. Il dit quelque chose à ses hommes et pointa dans leur direction. Le char s'arrêta. Un unterofficier descendit du véhicule et s'approcha d'eux d'un pas rapide. C'était un homme jeune, au visage brûlé par le soleil, qui parlait un français approximatif mais compréhensible. « Bonjour, madame. Vous, civil. Pas soldat ici ?» Marguerite serra Jean contre elle, le cœur battant. « Non, non, il n'y a personne. Juste nous. » L'Allemand examina la ferme du regard, notant l'étable, la grange, la maison de pierre typique de la région. Puis il sourit d'un sourire qui se voulait rassurant. « Nous, nous passons seulement. Vous restez ici, pas problème. Guerre bientôt finie. » Il remonta dans son char et la colonne reprit sa progression vers l'ouest, laissant derrière elle l'odeur âcre du gasoil et le silence troublé de la campagne française. Marguerite et Jean restèrent immobiles longtemps après le passage de la colonne, comme pétrifiés par ce qu'ils venaient de vivre. La guerre n'était plus une abstraction lointaine, une série de communiqués radiophoniques. Elle venait de passer devant leurs portes, casquée et motorisée, avec une rapidité qui défait toute compréhension. « Maman, » murmura Jean, « qu'est-ce qu'on va faire ?» Marguerite regarda vers l'ouest, dans la direction prise par les blindés allemands. Quelque part là-bas, son fils aîné, Pierre, combattait avec son régiment, ou plutôt tentait de combattre un ennemi qui semblait être partout à la fois. « On va attendre, mon petit, et on va prier pour que ton frère s'en sorte. » 17 mai 1940, 18h45, gare du Nord, Paris. Le chef de gare, Auguste Moreau, contemplait le chaos indescriptible qui régnait sur les quais.
Depuis le matin, des trains bondés de réfugiés arrivaient de Belgique et du nord de la France, déversant leur cargaison humaine dans une capitale qui commençait elle-même à s'inquiéter. Sur le quai numéro 3, une locomotive à vapeur haletante venait de s'arrêter dans un nuage de vapeur blanche. Les portières s'ouvrirent et des centaines de personnes en descendirent. Familles entières au visage marqué par la fatigue et l'angoisse, vieillards appuyés sur des cannes, enfants agrippés aux jupes de leur mère. Moreau, 58 ans, dirigeait cette gare depuis 15 ans. Il avait vu défiler les permissionnaires de 14-18, les cortèges de l'armistice, les premiers congés payés de 1936. Mais jamais il n'avait assisté à un tel spectacle de désolation. « Chef !» l'interpella Marcel, son adjoint, en se frayant un chemin à travers la foule. Le train de 19h15 pour Bordeaux affiche complet depuis ce matin, et celui de 20h30 pour Lyon aussi. Les gens se battent pour avoir des billets. Auguste rajusta sa casquette d'uniforme et soupira. Et le gouvernement? Des nouvelles du ministère? Rien de précis. On dit que Reynaud va s'adresser à la nation ce soir. Mais les rumeurs? Oh, quelles rumeurs, Marcel? L'adjoint baissa la voix, comme s'il avait peur d'être entendu par la foule qui se pressait autour d'eux. On dit que les Allemands ont percé partout, que nos armées reculent sur tous les fronts. Il y en a même qui parlent d'évacuer le gouvernement. Auguste ferma les yeux un instant. Cette gare qu'il dirigeait depuis tant d'années lui apparaissait soudain comme le symbole d'un monde qui basculait. Ces trains qui emportèrent les fuyards, ces visages terrifiés, ces enfants qui pleuraient, tout cela ressemblait aux prémices d'un cauchemar. Un homme en costume froissé s'approcha d'eux, tenant par la main une fillette aux nattes blondes. « S'il vous plaît, monsieur le chef de gare, dit-il avec un accent belge prononcé, nous venons de Liège. Ma femme est restée là-bas. Elle devait nous rejoindre, mais sa voix se brisa. La petite fille leva vers Auguste ses grands yeux bleus pleins de questions muettes. « Il nous faut absolument un train pour le sud, n'importe lequel. Nous avons de la famille à Toulouse. » Auguste fouilla dans sa poche et en sortit 2 billets qu'il tendit à l'homme. « Wagon de 3e, train de 21h30 pour Toulouse. Ce sont mes billets personnels. Je devais rendre visite à ma sœur. Prenez-les. » L'homme le regarda, incrédule. « Mais je ne peux pas accepter. »« Si, vous pouvez. Et vous devez. Cette petite a besoin de retrouver un foyer. » Tandis que le Belge s'éloignait en serrant sa fille contre lui, Marcel regarda Auguste avec étonnement. « Chef, pourquoi vous avez fait ça? Ces billets, ils valaient une fortune aujourd'hui. » Auguste observa la foule, qui continuait de déferler sur les quais, portant dans ses bagages les débris d'une vie paisible brutalement interrompue. « Parce que, Marcel, j'ai l'impression qu'on assiste à la fin de quelque chose. Et quand tout s'écroule, il ne reste plus que les petits gestes qui comptent. » La nuit tombait sur Paris. Dans les rues, les premiers réverbères s'allumaient, jetant leur lumière jaunâtre sur une ville qui ne savait pas encore qu'elle vivait ses derniers jours de liberté. Bulle. Chapitre 12. La course vers la mer. 18 mai 1940, 5h30 du matin. Amiens. L'aube se levait à peine quand le vrombissement des Stukas déchira le silence de la ville endormie. Le préfet Blanchard fut réveillé en sursaut dans son appartement de fonction, au-dessus de la préfecture. Les sirènes d'alerte aérienne hurlaient leur mélopée sinistre, tandis que les premiers bombardiers piquaient vers leurs objectifs. Blanchard se précipita à sa fenêtre et vit les avions allemands fondre sur la gare de triage. Les explosions se succédaient, projetant dans le ciel matinal des gerbes de terre et de ferraille. La stratégie ennemie était claire, paralyser les communications ferroviaires pour empêcher tout repli organisé des forces françaises. « Monsieur le préfet !» cria « Non, monsieur. Comment la France est tombée en 6 semaines ?» Partie 4. Buve. Chapitre 16. La débâcle, 19 mai 1940, 8h du matin, route nationale 1, entre Amiens et Paris. La route s'étirait à perte de vue, noire de monde et de misère. Marie Dubois serrait contre elle sa petite Sylvie de 4 ans, tandis que son mari Paul poussait péniblement une brouette chargée de leurs maigres possessions. Derrière eux, la fumée d'Amiens obscurcissait encore l'horizon, témoignage silencieux de la bataille qui venait de s'achever. « Papa, j'ai soif !» gémit la fillette.
Paul fouilla dans son sac et en sortit une gourde presque vide. Il en versa quelques gouttes sur les lèvres gercées de sa fille, puis regarda sa femme avec une expression d'impuissance qu'elle ne lui avait jamais vue. « Il nous reste encore 40 kilomètres jusqu'à Paris, » murmura-t-il. « Si nous y arrivons... » Marie observa la cohue autour d'eux. Des familles entières marchaient depuis des jours, traînant des valises éventrées, poussant des landaux surchargés, tirant des charrettes de fortune. Les visages étaient hagards, les vêtements souillés de poussière et de boue. Certains avaient abandonné leurs affaires les plus lourdes au bord de la route, créant un chemin jonché d'objets personnels qui racontaient autant d'histoires brisées. Un vieil homme s'effondra soudain à quelques mètres d'eux. Sa femme, une dame aux cheveux blancs impeccablement coiffés malgré les circonstances, s'agenouilla près de lui en appelant à l'aide. Personne ne s'arrêta. Chacun avait ses propres fardeaux, ses propres peurs. « Nous devons l'aider », dit Marie en se dirigeant vers le couple. « Marie, non, nous ne pouvons pas. Sylvie a besoin de nous, » protesta Paul. Mais elle était déjà agenouillée près de l'homme inconscient. « Monsieur, monsieur, vous m'entendez » Le vieil homme ouvrit les yeux. « L'eau, de l'eau » Marie vida le reste de leur gourde dans la bouche du mourant. Paul la regardait faire, partagé entre l'admiration et l'exaspération. Cette générosité qu'il avait fait tomber amoureux d'elle risquait aujourd'hui de tous les perdre. « Merci, madame » chuchota la vieille dame. « Je suis madame Rousseau. Mon mari, il a fait Verdun, vous savez. Il disait toujours qu'il ne reverrait jamais les Allemands en France. » Le vieil homme serra faiblement la main de Marie. « Verdun, nous les avions arrêtés à Verdun. » Un grondement sourd fit lever tous les regards vers le ciel. 3 Stukas allemands apparurent au-dessus de la colonne de réfugiés, leurs sirènes hurlant leur chant de mort. La panique explosa instantanément. « À terre! À terre !» cria quelqu'un. Paul plaqua Sylvie et Marie dans le fossé bordant la route, se jetant sur elles pour les protéger. Les avions piquèrent, leurs mitrailleuses crachant la mort sur la foule désarmée. Les balles sifflaient, soulevant des geysers de terre et d'asphalte. Des cris d'agonie montaient de partout. Quand le silence revint, Paul releva prudemment la tête. La route était jonchée de corps. Des femmes pleuraient sur leurs maris, des enfants appelaient leurs parents. Madame Rousseau était penchée sur son époux, dont la poitrine ne se soulevait plus. « Ils mitraillent les civils », murmura Marie, incrédule. « Comment peuvent-ils mitrailler des civils ?» Paul l'aida à se relever. Sylvie sanglotait silencieusement, le visage enfoui dans les jupes de sa mère. Autour d'eux, les survivants reprenaient leur marche comme des automates. Il fallait continuer, toujours continuer. « Papa, je veux rentrer à la maison », pleurnichait la fillette. « Il n'y a plus de maison, ma chérie », répondit Paul avec une douceur infinie. « Mais nous allons en trouver une nouvelle, tu verras. » Il mentait. Il savait qu'il mentait. Mais que pouvait-il dire d'autre à une enfant de 4 ans ? 19 mai 1940, 15h30, quartier général du général Weygand, château de Vincennes. Le général Maxime Weygand contemplait la grande carte murale de la France du Nord. Des épingles rouges marquaient les positions allemandes, formant une tache qui s'étendait inexorablement vers l'ouest. En 65 ans d'âge et 45 ans de service, jamais il n'avait imaginé voir son pays dans une situation pareille. « Mon général », annonça son aide de camp, le commandant Beaumont, « le général Billotte demande à vous parler d'urgence. » Weygand décrocha le téléphone. La voix de Billotte était à peine audible, hachée par la fatigue et le désespoir. « Maxime, c'est fini. Mes unités n'existent plus. Le premier groupe d'armée est détruit. Les Allemands foncent vers Abbeville. Dans 48 heures, ils auront coupé notre liaison avec les Britanniques. » Weygand ferma les yeux. Billotte commandait le groupe d'armées du Nord, les meilleures troupes françaises. Si elles étaient anéanties, Gaston, ressaisissez-vous. Nous pouvons encore. Non, Maxime. J'ai perdu 3 divisions blindées en 2 jours. Mes hommes se battent avec un courage admirable, mais il manque de tout. Pas d'aviation, pas de communication, pas de réserve. C'est l'effondrement. Un long silence s'installa sur la ligne. Weygand entendait en arrière-fond le grondement lointain de l'artillerie. « Où êtes-vous exactement » demanda-t-il finalement.
À Douai, dans les décombres de ma préfecture, les Stukas ont bombardé la ville toute la matinée. Il y a des centaines de morts parmi les civils. Maxime, nos soldats voient ça. Ils voient les femmes et les enfants massacrés sur les routes et ils se demandent pourquoi ils se battent encore. Weygand raccrocha lentement. Il se tourna vers la carte, où les épingles rouges semblaient pulser comme autant de blessures béantes. Commandant Beaumont convoque immédiatement tous les chefs d'état-major. Et mettez-moi en communication avec Londres. Il faut que je parle à Churchill. Mon général, les Anglais, ils parlent déjà de rembarquer leurs troupes. Quoi? L'amiral Darlan a reçu un message de l'amirauté britannique. Il prépare l'évacuation de Dunkerque. Weygand s'affaissa dans son fauteuil. L'évacuation de Dunkerque, cela signifiait l'abandon de la France par son principal allié. Cela signifiait qu'au fond d'eux-mêmes, les Britanniques savaient déjà que la bataille de France était perdue. Il pensa à tous ces jeunes hommes qui se battaient encore là-bas dans les Flandres et sur la Somme, ignorant que leur gouvernement préparait déjà l'après-défaite. Comment leur dire, comment leur expliquer qu'ils mouraient pour rien? Un coup frappé à la porte l'arracha à ses sombres pensées. Le général Hunziger entra, son uniforme froissé et poussiéreux. « Maxime, j'arrive du front de la Meuse. La situation est catastrophique. Mes hommes se replient en ordre dispersé. Nous ne tiendrons pas la ligne de la Somme. Charles, il le faut pourtant. Paris est derrière nous. » Paris? Hunziger eut un rire amer. « Tu crois vraiment que nous pouvons encore sauver Paris ? Regardez cette carte, Maxime. Dans une semaine, les Panzers seront aux Champs-Élysées. » Weygand se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Alors, vous proposez quoi? La capitulation ? Je propose qu'on arrête de mentir aux Français, qu'on leur dise la vérité. L'armée française n'existe plus comme force de combat cohérente. Nos meilleures divisions sont pulvérisées, notre aviation détruite, nos communications coupées. Nous n'avons plus ni chars, ni canons anti-chars, ni morale. » « Le moral, justement, parlons-en, » intervint Beaumont. « J'ai reçu des rapports inquiétants. Des unités entières qui abandonnent leur position sans combattre. Des officiers qui désertent leurs hommes. Ce matin, un bataillon du 341e régiment d'infanterie s'est rendu aux Allemands sans tirer un coup de feu. » Weygand sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'armée française, cette armée qu'on disait la plus puissante du monde, était en train de s'effondrer comme un château de cartes. « Messieurs, dit-il d'une voix blanche, je vais demander audience au président Lebrun. Il faut qu'il sache. Il faut que le gouvernement sache. » Hunziger et Beaumont échangèrent un regard lourd de sens. Ils savaient tous les trois ce que cela signifiait. La fin était proche. Le 19 mai 1940, 21h ans. Palais de l'Élysée, Paris. Le président Albert Lebrun arpentait son bureau, les mains croisées dans le dos. Par les fenêtres ouvertes sur les jardins, on entendait le grondement lointain des camions militaires qui traversaient Paris vers le nord. La capitale se préparait déjà à l'inéluctable. Paul Reynaud, le président du Conseil, était assis dans un fauteuil, le visage défait. En face de lui, le général Weygand venait de terminer son rapport. Le silence qui suivit était plus éloquent que tous les discours. « Alors, c'est vraiment fini ?» demanda Lebrun. « Monsieur le Président, je ne veux pas vous mentir. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons plus espérer arrêter l'offensive allemande. » Reynaud se redressa. « Général, vous parlez d'arrêter l'offensive, mais nous pouvons encore nous replier, organiser la résistance sur la Loire. » « Avec quoi, Monsieur le Président du Conseil ? Nous avons engagé nos meilleures troupes dans le nord. Elles sont détruites. Il ne nous reste que des divisions de seconde ligne, mal équipées, démoralisées. »« Et l'Empire ?» intervint Lebrun. « Nous pouvons continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord, avec la flotte. L'Empire, oui, soupira Weygand. Mais d'abord, il faut sauver ce qui peut encore l'être de la France métropolitaine. Et pour cela, il n'acheva pas sa phrase, mais tous comprirent. Pour sauver la France, il fallait peut-être cesser de se battre. Un long silence s'installa. Dehors, Paris vivait encore sa vie d'avant-guerre, ignorante du drame qui se jouait entre ses murs. Les cafés étaient ouverts, les théâtres donnaient leurs représentations, les femmes se promenaient encore sur les Champs-Élysées. « Il faut prévenir Churchill », dit finalement Reynaud. « Les Britanniques doivent savoir.
Churchill le sait déjà, répondit Weygand. Leurs services de renseignement sont excellents. D'ailleurs, ils préparent l'évacuation de leurs troupes, sans nous prévenir. C'est la guerre, monsieur le président du Conseil. Chacun sauve sa peau comme il peut. Lebrun s'arrêta devant le portrait de Marianne qui ornait le mur de son bureau. Cette femme au regard fier, symbole de la République, sembla lui reprocher silencieusement sa faiblesse. « Messieurs, dit-il d'une voix ferme, je refuse de croire que tout soit perdu. Tant que le gouvernement de la République siège à Paris, la France résiste. Tant que le drapeau tricolore flotte sur l'Élysée, l'espoir demeure. » Weygand et « Comment la France est tombée en 6 semaines ?» Partie 5. Müller, chapitre 21. Paris dans l'étau. 2 juin 1940, 6h15 du matin. Place de la Concorde, Paris. L'aube se levait sur une capitale fantôme. Pierre Martineau, journaliste au Figaro, marchait seul sur la place de la Concorde, ses pas résonnant étrangement dans le silence. Les réverbères s'éteignaient un à un, révélant une ville qu'il ne reconnaissait plus. Les façades haussmanniennes étaient toujours là, majestueuses et immuables, mais quelque chose d'invisible et de terrible pesait sur Paris. « Mon Dieu !» murmura-t-il en sortant son carnet, « comment décrire cela à ceux qui ne l'ont pas vécu ?» Depuis une semaine, l'exode avait vidé la capitale de près de la moitié de ses habitants. Les riches avaient été les premiers à partir, leurs automobiles chargées jusqu'au toit, suivis par la bourgeoisie prudente. Maintenant, c'était au tour des ouvriers et des petits commerçants de fermer boutique et de prendre la route vers le sud. Dans les jardins des Tuileries, des familles entières campaient sous les arbres, leurs maigres possessions entassées dans des valises éventrées et des baluchons de fortune. Une vieille dame en robe de soie, défraîchie, tentait de consoler un enfant qui pleurait. Son mari, jadis prospère à en juger par ses vêtements maintenant froissés, comptait et recomptait les quelques billets qui leur restaient. Pierre s'approcha d'eux avec précaution. « Excusez-moi, madame, je suis journaliste. Accepteriez-vous de témoigner ?» La femme leva vers lui des yeux fatigués, mais encore fiers. « Nous étions antiquaires, rue de Rivoli, » dit-elle d'une voix cassée. « 40 ans de commerce, monsieur. 40 ans à bâtir quelque chose. Et maintenant, elle désigna d'un geste las le petit tas de leurs affaires. Nous avons tout laissé. La boutique, l'appartement au-dessus, nos meubles. Que voulez-vous emporter quand vous ne savez même pas où vous allez ?» Son mari releva la tête, le regard dur. « Ce qui me révolte, monsieur le journaliste, c'est qu'on nous a menti. La ligne Maginot est infranchissable, nous disait-on. L'armée française est la plus forte du monde. Où est-elle maintenant, cette armée ?» Pierre gribouilla quelques notes, le cœur serré. Ces gens incarnaient la tragédie de toute une classe sociale qui voyait son monde s'écrouler. Mais ce n'était que le début de cette journée qui allait révéler l'ampleur du désastre. 10h30, ministère de la guerre, rue Saint-Dominique. Le général Weygand fixait la grande carte murale où des épingles rouges marquaient les positions allemandes. Elle semblait se rapprocher de Paris à chaque mise à jour. Le nouveau généralissime, appelé au secours pour remplacer Gamelin, mesurait l'ampleur de la catastrophe. « Mon général !» annonça un aide de camp en entrant précipitamment. « Dépêche urgente du général Georges. Les Allemands ont franchi l'Aisne sur plusieurs points. » Weygand ferma les yeux un instant. 73 ans, rappelé de Syrie pour sauver l'insauvable. Il avait servi Foch pendant la Grande Guerre. Il connaissait la victoire. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, l'ennemi était partout et nulle part, frappait avec une rapidité et une coordination qui définiaient toutes les règles de l'art militaire classique. « Et nos réserves ?» demanda-t-il sans rouvrir les yeux. « Épuisé, mon général. Le 7e corps d'armée a été anéanti près de Soissons. Le 23e n'existe plus en tant qu'unité constituée. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Par la fenêtre, on pouvait voir les jardins des Invalides, où quelques promeneurs matinaux tentaient encore de maintenir une apparence de normalité. Mais Weygand savait que cette normalité n'était qu'illusion. Le téléphone sonna. C'était Reynaud. « Mon général, le Conseil des ministres s'interroge. Combien de temps pouvons-nous tenir à Paris ?» Weygand regarda une dernière fois sa carte. Les épingles rouges formaient maintenant un arc de cercle mortel qui se refermait sur la capitale. «
Monsieur le président du Conseil, dit-il d'une voix blanche, il faut envisager de déclarer Paris ville ouverte. Dans 3 jours, 1 semaine, au maximum, il sera trop tard. Un long silence au bout du fil. Puis la voix de Reynaud, tendue. Général, vous mesurez ce que vous me demandez. Paris, capitale de la France depuis 1000 ans. Je mesure surtout, monsieur le président, que si nous nous entêtons à défendre Paris, nous aurons sur la conscience la destruction de la plus belle ville du monde et la mort de centaines de milliers de civils. Les Allemands ont montré à Varsovie et à Rotterdam de quoi ils sont capables. 15h20, Café de la Paix, boulevard des Capucines. Malgré les circonstances, Henri Dubois avait voulu maintenir son rendez-vous hebdomadaire avec son vieil ami Marcel Provençal. Les 2 hommes, la soixantaine passée, s'étaient connus sur les bancs de l'école normale et ne s'étaient plus quittés depuis 40 ans. Le café était presque vide. Seuls quelques habitués résistaient encore, comme si boire un verre au Café de la Paix pouvait conjurer l'inéluctable. « Tu te souviens ?» dit Marcel en faisant tourner son verre de vin blanc entre ses doigts. « Quand nous étions étudiants, nous rêvions de révolutionner l'enseignement en France. » Henri sourit tristement. « Nous avons eu notre révolution, Marcel, mais pas celle que nous espérions. » Par la baie vitrée, il regardait passer les derniers réfugiés. Une famille poussait une voiture d'enfants chargée de bagages, suivie d'un vieil homme qui tenait en laisse un chien épagnol. L'animal semblait aussi perdu que son maître. « Dis-moi, Henri, tu pars quand ? » ?»« Demain matin. Ma femme a de la famille à Périgueux. »« Et toi ?» Marcel secoua la tête. « Je reste. Quelqu'un doit garder l'école. Les livres, les cahiers des enfants, tout ce savoir accumulé depuis des générations. Marcel, tu es fou. Les Allemands ne respecteront rien. Peut-être, mais si tous les gardiens s'en vont, que restera-t-il de notre civilisation ?» Henri posa sa main sur celle de son ami. « Tu sais qu'ils fusilleront les instituteurs en premier. Ils l'ont fait en Pologne. J'ai 62 ans, Henri. J'ai enseigné à 3 générations d'enfants. Si je dois mourir, autant que ce soit utile. » Les 2 hommes burent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Autour d'eux, Paris se vidait de sa substance, mais quelque chose d'essentiel résistait encore. L'amitié, la fidélité, l'amour de la beauté et du savoir. Ces valeurs invisibles que l'occupant aurait le plus de mal à détruire. 19h45, gare d'Austerlitz. La gare était un chaos indescriptible. Des milliers de personnes s'entassaient sur les quais, attendant des trains qui n'arrivaient plus ou partaient à moitié vides vers des destinations incertaines. L'organisation ferroviaire, orgueil de la France moderne, s'écroulait sous le poids de l'exode. Louise Mercier, enceinte de 7 mois, était assise sur sa valise, son mari Robert serré contre elle. Il tentait de rejoindre la famille de Louise en Dordogne, mais tous les trains vers le sud-ouest affichaient « supprimé » ou « retardé ». « Robert, » murmura-t-elle, « le bébé bouge beaucoup. J'ai peur qu'il arrive ici, sur ce quai. » Robert lui caressa doucement le ventre. Mécanicien chez Renault, il avait des mains calleuses, mais infiniment tendres quand il s'agissait de sa femme. « Nous trouverons un train, ma chérie. Il le faut. » À côté d'eux, un enfant de 8 ans pleurait, perdu dans la foule. Robert se leva et s'approcha du petit garçon. « Comment tu t'appelles, mon bonhomme ?»« Julien, je cherche maman. »« Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ?»« Près du grand tableau, là-bas. » Robert prit la main de l'enfant et se fraya un chemin vers le panneau d'affichage. Une femme en robe fleurie tournait sur elle-même, affolée. « Julien, mon Dieu, Julien !» Les retrouvailles furent émouvantes. La mère serra son fils contre elle en sanglotant. Robert retourna vers Louise, le cœur un peu réchauffé par ce petit bonheur retrouvé. « Tu vois » lui dit-il en l'aidant à se relever, « il y a encore de l'espoir. » Un haut-parleur grésilla soudain. « Attention voyageurs, le train 43527 à destination de Limoges va partir voie 3, montée immédiate. » Une bousculade indescriptible s'ensuivit. Robert protégea Louise de son corps, l'aidant à grimper dans un wagon bondé. Ils trouvèrent finalement une place près de la fenêtre. Alors que le train s'ébranlait lentement, Louise regarda une dernière fois la gare d'Austerlitz. Dans la lumière douce du soir de juin, Paris gardait encore sa beauté éternelle, mais cette beauté avait maintenant quelque chose de funèbre,
comme celle d'un visage aimé sur son lit de mort. « Au revoir, Paris », murmura-t-elle. Le train prit de la vitesse, emportant vers le sud cette cargaison de vie brisée et d'espoir en déroute. Derrière eux, la capitale s'enfonçait dans la nuit, seule face à son destin. Udbur, chapitre 22, la traversée du désespoir, 3 juin 1940, 11, route nationale, 20, près d'Étampes. La route ondulait sous la chaleur comme un ruban d'asphalte fondu. Marie Dubois regardait sa fille Sylvie somnoler contre elle dans la charrette de fortune que tirait leur voisin, M. Lefebvre. Cela faisait 15 jours qu'ils avaient quitté Reims, 15 jours de marche épuisante vers un sud qui semblait toujours fuir devant eux. « Maman, j'ai soif !» gémit la petite fille en ouvrant des yeux fiévreux. Marie regarda le fond de leur gourde. Il restait à peine quelques gorgées d'eau tiède et trouble. Ils n'avaient plus rien mangé depuis hier matin, si l'on exceptait les quelques cerises volées dans un verger abandonné. « Attendons le prochain village, ma chérie. Il y aura peut-être un puits. » Mais les villages qu'ils traversèrent maintenant étaient des coquilles vides. Les habitants avaient fui comme eux, laissant derrière eux des maisons aux volets clos et des jardins livrés aux mauvaises herbes. Parfois, ils trouvaient un puits, mais l'eau était souvent souillée par les milliers de réfugiés qui les avaient précédés. Monsieur Lefebvre, qui marchait à côté de son cheval épuisé, s'arrêta soudain. Devant eux, la route était bloquée par une masse humaine compacte qui ne bougeait plus. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» grommela-t-il en essuyant son front ruisselant de sueur. Marie descendit de la charrette et s'avança pour voir. Au loin, elle distinguait des uniformes. Des soldats français barraient la route, détournant les réfugiés vers un chemin de terre sur la gauche. « Vous ne pouvez pas continuer par là !» leur cria un adjudant. Comment la France est tombée en 6 semaines. Partie 6. Chapitre 26. L'armistice. 17 juin 1940. 12h30. Bordeaux. Bureau du maréchal Pétain. Le silence pesait lourd dans le bureau aux rideaux tirés. Philippe Pétain, 84 ans, héros de Verdun devenu chef du gouvernement français, contemplait le télégramme qu'il venait de signer. Ses mains tremblaient légèrement. Était-ce l'âge ou le poids de l'histoire qui pesait sur ses épaules? Monsieur le maréchal, la voix de son secrétaire particulier, le capitaine Bonhomme, était à peine audible. Les journalistes attendent. Pétain leva les yeux. Son regard, jadis perçant, semblait maintenant voilé par une immense lassitude. Capitaine, dans quelques minutes, je vais prononcer les mots les plus difficiles de ma vie. Des mots qui vont briser le cœur de millions de Français. Il se leva péniblement, ajusta son uniforme impeccable, orné des décorations d'une vie entière, au service de la France. Par la fenêtre, il apercevait la foule massée devant la préfecture, des visages tendus, anxieux, espérant encore un miracle. « Vous savez, bonhomme, il y a 24 ans, à Verdun, j'ai dit que ils ne passeront pas. Aujourd'hui, sa voix se brisa. Aujourd'hui, je dois dire qu'ils sont passés. » Mais à 12h30 précises, la voix chevrotante du vieux maréchal résonna dans tous les foyers de France par la radio « Français !» À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Dans une ferme abandonnée près de Châteauroux, Marie Dubois entendit ces mots fatidiques dans le poste de radio crachotant d'un café de village où elle s'était réfugiée avec sa fille Sylvie. Autour d'elle, hommes et femmes pleuraient en silence. Le patron, un ancien poilu moustachu, éteignit brutalement le poste. « Merde alors !» cracha-t-il. « Le maréchal qui nous dit de nous rendre, lui qui nous a sauvés à Verdun. » Marie serra sa petite fille contre elle. Sylvie, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait,
lui caressa la joue. « Pourquoi tu pleures, maman ?»« Parce que la guerre est finie, ma chérie. »« C'est bien alors ?» Marie ne savait que répondre. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que parfois la fin d'une guerre peut être pire que la guerre elle-même? Un homme âgé, assis dans un coin, marmonnait en boucle « 40 ans que j'attends ma revanche, 40 ans, et voilà qu'on se rend sans même avoir essayé vraiment. » Le patron lui resservit un verre de vin rouge. « Allons, père Rousseau, faut pas dire ça. Nos gars, ils se sont battus comme des lions. Mais contre les chars et les avions, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos fusils de 14 ?» Marie pensait à son mari quelque part sur le front, si tant est qu'il y ait encore un front. Était-il vivant? Prisonnier? Cette incertitude lui rongeait le ventre plus sûrement que la faim. Forêt de Compiègne, wagon-restaurant, 2419D. Le 22 juin 1940, dans le même wagon où avait été signé l'armistice de 1918, l'histoire accomplissait sa cruelle ironie. Le général Hunziger, représentant la France, regardait fixement le document posé devant lui. Ses mains tremblaient imperceptiblement. En face de lui, le général Keitel arborait un sourire de satisfaction à peine dissimulé. Il avait lu les clauses d'une voix monocorde, presque administrative, comme s'il s'agissait d'un simple contrat commercial et non de l'acte de décès de la France libre. Article 1. Le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs, sur le territoire français, ainsi que dans les colonies, protectorats et mandats français. Les mots résonnaient comme autant de coups de marteau sur un cercueil. Division du territoire en zones occupées et zones libres, livraison de la flotte, frais d'occupation, remise des réfugiés allemands et autrichiens anti-nazis. Hunziger prit la plume. Sa signature scella le destin de 40 millions de Français. Dehors, dans la clairière, les soldats allemands présentaient les armes. L'hymne nazi résonnait entre les arbres centenaires qui avaient vu passer tant d'histoires. Le wagon fut ensuite détruit sur ordre d'Hitler, comme pour effacer toute trace de l'humiliation allemande de 1918. Mais l'humiliation française de 1940, elle, resterait gravée dans tous les cœurs. Le soir, dans les rues de Bordeaux, Pierre Martineau, le journaliste du Figaro, déambulait dans les rues de Bordeaux. La nouvelle de l'armistice s'était répandue comme une traînée de poudre. Les réactions étaient partagées. Certains pleuraient, d'autres exprimaient un soulagement coupable. Il croisa un groupe de soldats français, encore en armes, mais le regard vide. L'un d'eux, un sergent d'une trentaine d'années, le visage noirci par la poudre, l'interpella. « Alors, monsieur le journaliste, vous allez écrire quoi dans votre canard? Que la France s'est bien battue, que nos généraux étaient formidables ?» Pierre s'arrêta. « Je ne sais pas encore, sergent. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut écrire, qu'on nous a envoyé au casse-pipe avec du matériel de 1918 contre les machines de 1940. Qu'on nous a dit d'attendre derrière la ligne Maginot pendant qu'il faisait le tour par la Belgique. Qu'on nous a promis que l'aviation viendrait, mais qu'on n'a vu que des Stukas qui nous tombaient dessus. » Sa voix se brisait de rage et d'amertume. « Et maintenant, on nous dit de rendre les armes, comme ça, proprement. Alors que certains d'entre nous, on aurait voulu continuer à se battre, même sans espoir. » Pierre sortit son carnet. « Comment vous appelez-vous, sergent ? Ça n'a plus d'importance, monsieur. On va tous redevenir des numéros, des prisonniers ou des vaincus. » Cette nuit-là, Pierre écrivit l'un des articles les plus difficiles de sa carrière. Il essayait de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable, pour donner un sens à l'effondrement le plus rapide de l'histoire militaire française. Mais les mots semblaient dérisoires face à l'ampleur du désastre. L'armistice était signé. La France était à genoux. Mais dans l'obscurité de cette nuit du 22 juin 1940, personne ne pouvait encore imaginer ce qui allait suivre. 4 années d'occupation, de collaboration, de résistance, de déchirement. L'armistice n'était pas la fin de l'histoire française, mais le début d'un nouveau chapitre, plus sombre encore que celui qui venait de se refermer. Chapitre 27. Les derniers combattants. 23 juin 1940, 5h30 du matin, Maginot, ouvrage de La Ferté. Le silence était assourdissant dans les galeries souterraines de l'ouvrage de La Ferté.
Le capitaine Marcel Aubert, 35 ans, commandant de la position, contemplait le télégramme qu'il venait de recevoir. L'ordre de cesser le combat. Après des semaines de résistance acharnée, après avoir tenu bon quand tout s'effondrait autour d'eux, ils devaient rendre les armes. Mon capitaine, le sergent-chef Moreau, son visage buriné marqué par 15 jours de combat ininterrompus, attendait les ordres. Les hommes, ils ne comprennent pas. Aubert froissa le télégramme dans sa main. Dans les casemates, ces hommes continuaient de servir leurs pièces d'artillerie, tirant méthodiquement sur les positions allemandes qui les encerclaient. Ils ne savaient pas encore comment leur dire. « Sergent-chef, rassemblez les hommes dans la salle commune. »« Tous, mon capitaine, même ceux des tourelles, tous. » 20 minutes plus tard, 86 hommes se tenaient au garde-à-vous dans la salle commune de l'ouvrage. Des visages fatigués mais résolus. Ces hommes avaient tenu 43 jours contre des forces très supérieures, repoussant assaut après assaut, bombardement après bombardement. « Mes amis !» La voix d'Aubert se brisa. « J'ai reçu l'ordre de cesser le combat. L'armistice a été signé hier. » Un silence de plomb accueillit ces mots. Puis, peu à peu, des murmures, des protestations. Le caporal Dubois, 19 ans, originaire de Metz, explosa. « Mon capitaine, on ne peut pas faire ça. Ma famille, elle est évacuée, on ne sait pas où. Mon village, il doit être occupé. On ne peut pas se rendre. » « Dubois a raison, » renchérit le canonnier Martin. « On a encore des munitions pour 1 mois, de la bouffe pour 3 semaines. Pourquoi on se rend ?» Aubert leva la main pour demander le silence. « Parce que la France a décidé d'arrêter le combat. Parce que nous sommes des soldats, et qu'un soldat obéit aux ordres, même quand il lui brise le cœur. » Il marqua une pause, regardant chacun de ces hommes qui avaient été ses frères d'armes. « Mais je veux que vous sachiez une chose. Vous vous êtes battus comme des héros. L'histoire retiendra que la ligne Maginot n'est pas tombée, qu'elle a tenu jusqu'au bout, que vous avez tenu jusqu'au bout. » 6 du matin. Saarbrücken, secteur allemand. De l'autre côté des barbelés, l'Hauptmann Klaus Weber observait l'ouvrage français avec un mélange de respect et de soulagement. 3 semaines qu'il attaquait cette position, 3 semaines de pertes terribles pour des gains dérisoires. Ces Français de la Maginot s'étaient battus avec un courage admirable. Herr Hauptmann, son adjudant s'approcha. Les Français ont hissé le drapeau blanc. Weber hocha la tête. « Préparez une escorte d'honneur, Feldwebel. Ces hommes méritent le respect. » « Une escorte d'honneur? Pour des vaincus? Pour des soldats, Feldwebel. Pour des soldats qui se sont battus comme des soldats. » 7h30 du matin, sortie de l'ouvrage de la Ferté. La porte blindée de l'ouvrage s'ouvrit lentement. Le capitaine Aubert sortit le premier, suivi de ses hommes. Ils avançaient en formation, au pas cadencé, leurs armes à la bretelle, pas en vaincus, mais en soldats. L'Hauptmann Weber les attendait au garde-à-vous. Quand Aubert fut à sa hauteur, il porta la main à sa casquette dans un salut impeccable. « Herr Hauptmann, vous et vos hommes vous êtes battus avec